Here's a song by Pete Seeger, a song that I love very much. Where have all the flowers gone? Y a-t-il un style de chanson que vous aimiez? Oui et non, c'est toujours difficile de trouver de bonnes chansons. Mais pour moi, les paroles sont plus importantes que la musique. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Je suis venue avec l'armée américaine en 1944. C'était debout, il y avait des maisons. Tout ce que j'avais vu de la guerre avant, c'était destruction. En 1961, après 3 ans d'absence au cinéma, Marlène Dietrich accepte de tourner Le Jugement de Nuremberg. L'actrice d'origine allemande aura toute la misère du monde à interpréter le rôle d'une veuve d'officier nazi. Elle s'en rendra même malade. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé de Marlène Dietrich dans ce balado et c'est aujourd'hui qu'on revient avec cette actrice que j'adore. J'aime la femme, j'aime l'actrice, j'aime encore plus la chanteuse. Bref, Marlène Dietrich est l'une de mes actrices préférées. J'ai fait plusieurs épisodes de close-up dramatiques sur elle. J'ai parlé de son implication auprès des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, de sa relation amoureuse avec Jean Gabin, de sa carrière au musical et de sa relation amicale avec Édith Piaf. Aujourd'hui, je vous parle du tournage et de la production du film Le Jugement de Nuremberg, qui est l'une des productions majeures à laquelle Dietrich a participé, mais aussi l'un des films les plus marquants de l'histoire. Le Jugement de Nuremberg revient sur l'un des nombreux procès qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale avec les militaires, les officiers et hauts dirigeants nazis. C'est l'un des films les plus importants du siècle dernier, non seulement parce que c'est une reproduction presque exacte de l'un des procès de Nuremberg, mais aussi parce qu'il y a une tonne d'acteurs connus. Marlène Dietrich, évidemment, Spencer Tracy, Maximilian Schell, Burt Lancaster, Montgomery Clift, William Shatner et Judy Garland. Je ferai peut-être un épisode complet sur le film avec Judy Garland parce que elle aussi, c'est un film important dans sa carrière et dans sa vie. Plusieurs gagnants et nominés d'Oscar dans ce film-là, c'est un casting assez important. Mais là, je m'éparpille. Avant d'accepter de tourner le film, où était Marlène Dietrich dans sa carrière? À la fin des années 50, Marlène Dietrich s'est éloignée un peu du cinéma. Pendant la décennie, sa popularité sur le grand écran a largement diminué. Elle est beaucoup moins en demande. Parce que, pendant les années 40, elle a connu quelques films qui n'ont pas très bien marché. Mais dans les années 50, elle va tourner beaucoup moins, mais plus dans des productions majeures. Elle va tourner Stage Fright avec Hitchcock, elle va apparaître dans Le Tour du monde en 80 jours et aussi dans Touch of Evil. L'un de ses films marquants de cette décennie, c'est vraiment Witness for the Prosecution, Témoin à charge en français. C'est un film marquant de la carrière de l'Allemande. Donc, vous comprenez que Dietrich, elle est apparue beaucoup moins souvent au cinéma que dans les années 30 et 40. C'est un éloignement qui est dû, oui, à la demande moins forte des studios, mais aussi parce que Dietrich s'est mise à chanter. Elle s'est elle-même un peu éloignée du cinéma. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a beaucoup chanté pour les Alliés. Elle a tourné avec eux pour aller voir les soldats, faire des shows, distribuer des lettres et tout un tas d'autres tâches connexes. Allez écouter mon épisode sur cette période de sa vie, c'est vraiment fascinant.
Donc, pendant cette période de sa vie, elle a pris goût à la scène. Et au début des années 50, elle va se mettre à chanter un peu partout aux États-Unis, dans des spectacles flamboyants avec des robes brillantes qui font écartiller les yeux du public. L'un de ses contrats les plus imposants dans sa carrière musicale, c'est au Sahara Hotel, au début de la décennie. Elle est payée 30 000 $ pour 4 spectacles par semaine, et ce, pendant plus d'1 an. C'est une somme énorme qu'elle va gagner avec le Sahara, vous comprenez bien. La carrière sur scène de Dietrich va prendre beaucoup de place dans sa vie. En fait, ça va durer jusqu'à ce qu'elle décide de quitter l'œil public au milieu des années 70. Dietrich va chanter pour le reste de sa carrière. Vous voyez, vous comprenez, en 1961, ça fait 3 ans qu'elle n'est pas apparue dans une production cinématographique. Elle a préféré chanter partout à travers le monde qu'apparaître au cinéma. Marlène Dietrich est sur le point de marquer son grand retour sur les écrans, qui sera son apparition finale. Vers 1959, Marlène Dietrich est approchée par Stanley Kramer, un producteur de cinéma qui est en train de préparer un film sur les procès de Nuremberg. Les procès historiques dirigés par la justice internationale qui jugeait devant un juge les derniers hauts dirigeants nazis. Le projet de Kramer est surtout concentré sur le 7e projet qui a eu lieu en 1947 et qui reste l'un des plus connus et surtout filmé pour la télé plus tard, la documentation, etc. L'actrice est tentée par le projet, mais elle a une certaine réticence. Étant elle-même allemande qui, en 1939, décide de prendre la nationalité américaine, après avoir été mise sur la liste noire d'Hitler, après avoir refusé de devenir le visage du parti nazi, elle a comme un certain malaise. Un malaise qui s'explique par le fait qu'après la guerre, l'actrice est restée avec un certain dégoût envers les Allemands. Elle n'a pas aimé du tout que la majorité de la population, des hauts dirigeants, des militaires, mais aussi de leurs proches, racontent et affirment qu'ils ne savaient rien de tout ce qui se passait dans des camps de concentration. À l'époque, en 61, il y avait vraiment un doute là-dessus. On savait pas vraiment si c'est vrai ou faux ce que racontaient les Allemands. On se disait que peut-être que ce qui se passait dans les camps de la mort était un secret et que le peuple était pas du tout au courant. Aujourd'hui, on sait que la grande majorité du peuple allemand le savait. Des langues se sont dénouées avec le temps. Marlène Dietrich avait donc bien raison de douter de la bonne foi de son peuple d'origine quand il disait « nous ne savions rien ». Ce genre de discours a vraiment déçu Dietrich au point où elle va prendre des années avant de retourner en Allemagne. Mais revenons à notre sujet principal. Stanley Kramer voit bien que la star est incertaine. Il se met alors à lui décrire l'ampleur du film. Il lui dit avec qui elle va tourner, Spencer Tracy qu'elle connaît très bien, Burt Lancaster qui va faire ses introductions sur scène pendant des années quand ce sera possible, Maximilian Schell, Montgomery Clift et Judy Garland. Dietrich et Garland se connaissent très bien puisque Maria Riva, la fille de l'Allemande,
est une grande amie de toujours de Garland. Ensemble, elles ont joué dans les coulisses des studios. Pendant que Dietrich jouait ses scènes, Maria s'amusait avec Garland, avec leurs jeux d'enfants et par la suite en parlant ragot à l'adolescence. Marlène comprend, avec ce casting incroyable, qu'elle a la chance de tourner dans une production immense. C'est là qu'elle va finalement accepter au grand bonheur du producteur. Kramer voulait que l'actrice et chanteuse participe à la production parce qu'elle a été une figure marquante et très importante pour les Alliés pendant la guerre. Marlène Dietrich est un symbole des Alliés. Le tournage commence et Dietrich commence alors à préparer son rôle sérieusement. Elle jouera Frau Berthold, la veuve d'un haut gradé nazi décédé à la fin de la guerre. En fait, son mari a été pendu avec d'autres dirigeants. Frau Berthold représente deux types de personnes suivant la Seconde Guerre mondiale. Le premier type, les veuves de militaires qui affirmaient ne rien savoir des activités de leur mari, mais qui, parfois, très souvent en fait, vivaient à quelques mètres des camps de concentration. Le deuxième type, la population allemande en elle-même qui, elle aussi, affirmait ne rien savoir sur les trains de la mort, les camps, etc. Dans son livre sur sa mère, Maria Riva affirme que Marlène Dietrich a en réalité joué sa propre mère avec qui elle avait une relation conflictuelle. Maria Riva explique qu'avant le début de la production, Dietrich avait beaucoup de misère avec son rôle, mais qu'elle a finalement eu comme une illumination. Frau Berthold était en réalité sa mère. Sa mère qui, après le conflit, a été soupçonnée d'avoir dénoncé des Juifs, mais ça, y a rien de sûr. C'est vraiment que des soupçons. Dietrich veut donner l'image d'une femme forte, résiliente, qui regrette ce qu'il s'est passé, mais qui est convaincue qu'il faut passer à autre chose, oublier ces monstres pour mieux se relever, oublier pour mieux reconstruire. L'actrice et chanteuse voulait surtout dénoncer l'hypocrisie qui régnait dans le peuple allemand après la guerre. Les répétitions débutent, puis le tournage aussi, et tout le monde est impressionné par la performance de l'actrice. Elle est d'un réalisme percutant. Et c'est vrai, Dietrich est extraordinaire dans ce film. Bon, là vous allez dire que je suis pas objectif, c'est vrai, mais je pense vraiment que c'est l'un des meilleurs rôles, meilleures performances en carrière de Dietrich. En coulisses, pour une rare occasion, elle aime discuter avec tout le monde. Elle raconte ses périples avec les alliés ou techniciens, parle de ses opinions avec les autres acteurs et, pour une rare fois, elle est vraiment accessible comme je le disais. La bulle de Marlène Dietrich, la diva, l'intouchable, est presque disparue pendant le jugement de Nuremberg. Elle va même jusqu'à exprimer ses doutes sur une scène en particulier qu'elle ne croit pas pouvoir être en mesure de jouer, la scène du restaurant avec Spencer Tracy. La scène du restaurant est une scène marquante du film. Frau Berthold invite le juge joué par Spencer Tracy à dîner dans un restaurant où l'ambiance est très enjouée. Mais la conversation qu'ils auront est tout le contraire. Frau Berthold va essayer de convaincre le juge qu'elle et les autres veuves de militaires, mais aussi la population allemande, ne savaient rien des atrocités des camps de concentration. Une conversation qui aura son impact, mais qui servira au final à rien, qui changera pas la vie du juge. I saw Mr. Perkins today. He told me they showed those pictures in the courtroom. Colonel Lawson's favorite pictures. He drags them out at any pretext, doesn't he? Colonel Lawson's private chamber of horrors. Is that what you think we are? Do you think we knew of those things? Do you think we wanted to murder women and children? Do you believe that? Do you? Mrs. Berthold, I don't know what to believe. Good God, we're sitting here drinking. How could you think that we knew? We did not know. We did not know. As far as I can make out, no one in this country knew.
Mrs. Furlow, your husband was one of the heads of the army. And he did not know. I tell you, he did not know. It was Himmler, it was Goebbels. The SS knew what happened. We did not know. Listen to me. There are things that happened on both sides. My husband was a military man all his life. He was entitled to a soldier's death. He asked for that. I tried to get that for him. Just that he would die with some honor. I went from official to official. I begged for that. I begged for that. That he should be permitted the dignity of a firing squad. You know what happened. He was hanged with the others. And after that, I knew what it was to hate. I never left the house, I never left the room. I drank. I hated with every fiber of my being. I hated every American I've ever known. But one can't live with hate. I know that. Dan, we have to forget if we are to go on living. Dans cette scène, le personnage de Dietrich affirme que personne ne savait et pire encore qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut oublier pour mieux reconstruire. Une phrase que Dietrich ne peut pas dire. Elle le dit à Kramer, c'est impossible. C'est tellement à l'encontre de ses convictions qu'elle ne peut pas dire cette phrase. Kramer demande alors à Dietrich de prendre une soirée de plus pour se préparer. Il veut absolument que cette scène soit jouée par Dietrich. Il ne veut pas que Judy Garland porte ce poids dans le film et avec son personnage, la scène n'aurait aucun sens. La veille du tournage, Dietrich est réellement malade. Elle se sent pas bien, elle a des vertiges à penser à ce qu'elle doit dire. Elle pleure en répétant avec sa fille et elle en est sûre et certaine, elle ne sera pas capable de jouer cette séquence. Le lendemain, arrivée sur le plateau pour la première fois du tournage, Marlène s'enferme dans sa loge. Elle ne veut parler à personne. Elle veut se préparer à tourner cette scène infernale. Sur le plateau, on reprend la scène à de nombreuses reprises. L'actrice est incapable de dire ses lignes. Ça sort pas. Elle a vraiment un blocage. On la reprend si souvent qu'on doit même en faire une pause. Quand on reprend, Dietrich s'exécute en 2 prises, seulement avant d'être malade en coulisses. Les vertiges lui ont repris, mais c'était la fois de trop, elle a vraiment été malade. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait affirmé que personne ne savait ses atrocités. Après quelques jours de repos, l'actrice revient sur le plateau, prête à tourner une scène où elle interprète Lili Marlène, une chanson qui a été extrêmement populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. On raconte que les soldats allemands enterraient les morts en chantant la chanson. Marlène Dietrich, elle, a popularisé la chanson à l'international et c'est devenu une chanson phare de son répertoire, une chanson qui l'a jamais quittée. L'apparition de Lili Marlène dans le film, si on peut dire ça comme ça, c'était en réalité une exigence de Dietrich, une condition pour qu'elle accepte de tourner le film. Quelques secondes qui passent à l'histoire. The German people love to sing no matter what the situation. I've noticed that. Do American people sing in bars too? I have forgotten. No, we're apt to be pretty sullen in bars. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir... I wish you understood German. The words are very beautiful, very sad, much sadder than the English words. The German soldier knows he's going to lose his girl and his life. The lantern burns every night. It knows your steps and the way you walk. It burns every night, but I've been long forgotten. Should harm come to me, who will stand with you? Under the lantern, with you, Lili Marlène.
Il y a quelques minutes, je vous disais que l'image de diva de Dietrich était presque disparue pendant le tournage. Presque parce que cette image d'actrice diva revient à quelques occasions. Certains jours, oui, elle est adorable avec l'équipe du film, mais d'autres, c'est un enfer. Au moment où le jugement de Nuremberg est tourné, Spencer Tracy est avec Katharine Hepburn, légende du cinéma. Tracy a eu à la fin des années 50 certains problèmes de santé et il refuse de ralentir son rythme et Katharine Hepburn est là pour s'assurer qu'il se repose un peu entre ses scènes. Il est pas rare de voir la gagnante d'Oscar derrière les caméras regardant le déroulement des scènes. Marlène, pendant ses scènes avec Tracy, refuse que Hepburn ait accès au plateau. Elle ne veut pas qu'une de ses pires ennemies assiste à ces scènes. Dietrich et Hepburn se sont rarement rencontrés en réalité, mais Marlène Dietrich avait que très peu d'amis dans le monde du cinéma et Hepburn en faisait pas partie de ses amis. Donc, pendant que son amoureux tourne avec Dietrich, elle doit attendre à l'extérieur des studios patiemment que le tout soit terminé. Dietrich est extrêmement exigeante avec les éclairages, les lumières sur elle, sur les plans de caméra et tout ce qui la touche. Rien n'est laissé au hasard. Son énorme miroir plein pied qu'elle pose directement près des caméras nuit beaucoup. Certaines scènes sont tournées dans de très petites pièces et cet énorme miroir prend beaucoup de place. Un objet immense qui sert à l'actrice pour voir comment elle apparaîtra à l'écran. Un indispensable qu'elle va traîner avec elle jusqu'à la fin de sa carrière. Des années 30 jusqu'aux années 70, ce miroir a fait le tour d'Hollywood et du monde entier. Quand on demande à Dietrich de le déplacer, puisque personne n'a l'autorisation de le toucher, c'est un non immédiat, elle doit absolument voir son reflet. Le miroir reste donc à quelques centimètres des caméras. On tourne après plusieurs semaines la scène finale de Marlène Dietrich, un plan très sombre, un jeu d'ombre extraordinaire où on la voit en larmes, assise devant le portrait de son défunt mari après l'annonce du jugement, coupable. L'actrice demande à ce que la scène soit tournée à plusieurs reprises sous plusieurs angles, elle veut apparaître à son meilleur pour sa dernière scène. Une fois le tournage terminé et le montage commencé, on se rend compte que dans certaines scènes, on n'entend pas ce que dit Dietrich. Elle parle trop bas, elle donne un ton trop grave à sa voix. On la rappelle donc pour qu'elle se double elle-même. C'est assez rare qu'on fait ça. On va refaire des scènes en studio avec Dietrich qui va réinterpréter ce qu'elle avait à dire. Cette fois-ci, les prises sonores sont les bonnes et on comprend enfin ce qu'elle dit. À sa sortie, le film est un succès monstre. En quelques semaines seulement, il empoche 12 millions de dollars. C'est l'un des plus grands succès de l'histoire. Tous les acteurs principaux du film seront en nomination aux Oscars, à l'exception de Marlène Dietrich. Elle fera une série de déclarations fracassantes où elle explique qu'elle a toujours été boudée par l'Académie. Dietrich a rarement été douce avec l'Académie et elle en est certaine, ça lui a coûté plusieurs nominations, dont pour le jugement de Nuremberg. En tournant le jugement de Nuremberg, Marlène Dietrich a représenté ce qu'elle méprisait le plus, l'hypocrisie d'une certaine classe de la population allemande ayant vécu près des pires horreurs de la guerre, affirmant qu'il ne savait rien. Marlène Dietrich a signé l'un de ses rôles les plus marquants. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.